avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Thomas, une voix essentielle dans le monde de la maternité multiculturelle. Elle est originaire du Gabon et mère de 2 fils. Lauriane est également une entrepreneure accomplie dans le domaine de la communication digitale. Elle est la créatrice du podcast Orema, qui offre un espace de parole aux femmes de diverses cultures pour discuter de leur expérience unique en tant que mère, abordant des sujets souvent tabous comme le handicap et le deuil périnatal. Au cours de cet épisode, Lauriane partagera avec nous les inspirations derrière son projet, les impacts émotionnels des témoignages qu'elle a recueillis et comment ces histoires ont façonné sa propre vision de la parentalité. Elle nous parlera également de l'importance de la représentation et du soutien communautaire pour les femmes multiculturelles, en mettant en lumière le rôle vital des réseaux de soutien qu'elle a aidé elle-même à développer, notamment à travers des plateformes comme WhatsApp où des conseils et des expériences sont échangés librement entre mères entrepreneurs. Alors rejoignez-nous tout de suite pour découvrir comment Lauriane allie sa passion pour le dialogue authentique à un engagement envers l'empowerment féminin, en transformant les défis en opportunités de renforcement et de solidarité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Lauriane, est-ce que d'abord tu peux nous partager l'histoire de la création du podcast Orema et ce qui t'a motivé à te concentrer sur les expériences de maternité multiculturelle? Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai découvert le podcast, le format podcast, j'irai à la fin de l'année 2018. Et j'avais commencé à écouter plusieurs podcasts, mais il me manquait quelque chose parce que je trouvais que les mamans qu'on entendait, les histoires de mamans qu'on entendait dans ces podcasts-là, il n'y en avait aucune qui me ressemblait, je me retrouvais dans aucune. Je peux dire que je m'ennuyais un peu. Comme à côté de ça, j'avais un blog déjà depuis plusieurs années où je parlais déjà de maternité. Je me suis dit, mais en fait, ça peut être la continuité un petit peu de ça, faire un mélange entre ce que je faisais déjà un petit peu avec le blog, parler de maternité, et ce nouveau format que j'ai découvert et que j'appréciais particulièrement, pour donner la parole à des femmes qui sont riches de plusieurs cultures, sur leur expérience de la maternité. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir chez elles comment elles faisaient pour transmettre leur culture à leurs enfants, alors qu'elles évoluaient dans un pays où cette culture-là n'était pas majoritaire. C'était mon cas. Mon mari, lui, il est français, il est blanc, il est picard d'ailleurs, et nos deux cultures sont vraiment différentes. Donc, c'était un peu voir comment font les autres pour que leurs enfants arrivent quand même à avoir de leur culture, même s'ils évoluent ici. Le deuxième sujet, c'était aussi un peu de détabouiser certains sujets, de sensibiliser sur certains sujets, comme par exemple le deuil périnatal. Ça a été un de mes tout premiers épisodes. Je crois que c'était le 2e épisode où j'ai parlé avec une maman autour du deuil périnatal. Donc ça aussi, ça me tenait à cœur de parler de ces sujets-là pour dire, en fait, la maternité, c'est pas tout rose. Ce n'est pas le Instagram qu'on voyait avant où tout est nickel, etc. Il y a certaines femmes comme moi qui vivons en fait des challenges avec notre maternité, c'est mon cas avec le handicap de mon fils. Tu vois que finalement j'ai lancé le podcast pour les autres mais pour moi aussi parce que c'était pour appréhender aussi le handicap de mon fils, pour faire avancer dans mon travail d'acceptation en fait. C'est souvent le cas, hein, notamment sur les sujets de parentalité. On lance le podcast aussi pour soi, soit parce qu'on a des choses à dire, soit parce qu'on a peut-être des choses à se rendre compte et que ça avance avec le temps. Tu nous diras si c'est ton cas. Quelles ont été tes principales sources d'inspiration pour ce projet et quels objectifs t'espérais ou tu espères encore atteindre à travers ces conversations? Alors, il y avait un podcast que j'aimais beaucoup à l'époque et qui est... bon, je pense qu'il est terminé, mais en tout cas en pause depuis très longtemps. C'est le podcast Mama et Yayato. C'est les Mater qui a lancé ça. Donc en fait, c'était Claire
qui habite au Canada, qui est d'origine camerounaise, qui avait lancé ce podcast-là. Et ça ressemblait déjà à ce que je voulais avec Orema. Mais malheureusement, comme c'est pas un projet sur lequel elle est restée pendant longtemps, en fait, ça me manquait. Et moi, je commençais déjà à devenir accro au podcast. Donc, c'est le problème pour se met. c'est ça. Donc, clairement, c'est un podcast qui m'a beaucoup inspirée. Il y avait aussi La Poudre que j'écoutais tout le temps. J'aimais vraiment beaucoup la voix de Lorraine Bastide, ses questions, ses invités. Voilà, c'est un podcast qui m'a aussi énormément inspirée. Donc, niveau podcast, ça a été plutôt ça. Et après, je me suis inspirée et nourrie de tout le reste. Comme je disais, il y avait tout ce qui était autour de l'univers du blogging, des comptes Instagram qui commençaient à parler de maternité. Voilà, tous ces sujets-là m'ont inspirée dans la création de mon podcast. Moi, ce que je comprends, c'est que tu voulais améliorer les représentations que toi, tu n'avais pas. Oui, il y avait ça. Alors, l'objectif, c'était donner la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité. C'était ça au départ. Puisque on ne les entendait pas dans les autres podcasts. Ça perpétue en fait l'invisibilisation de ces populations-là. Et clairement, quand on parle en fait de la maman française ou de la maman en France, en fait, on voit une maman blanche et on voit des mamans blanches. Mais en fait, il n'y a pas qu'elle. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, et moi aussi, je suis là. Moi aussi, mon histoire, elle compte. Mon enfant, il est français aussi. C'était ça, mon objectif. C'était vraiment leur donner la parole pour qu'on puisse entendre leurs histoires parce qu'elles aussi, elles sont importantes. J'aime bien cet objectif. Parmi les histoires partagées dans ton podcast, il y a des témoignages de maternité qui t'ont particulièrement touché peut-être, ou est-ce qu'il y en a qui ont changé ta perspective de la parentalité? Ça rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire, c'est qu'on fait aussi le podcast pour soi et qu'on peut évoluer avec son podcast. Est-ce qu'il y a des témoignages au moins qui t'ont marqué comme ça et qui t'ont fait évoluer? Oui, en fait, clairement, je me nourris de tous les échanges que j'ai avec toutes les mamans tout au long du podcast. Et d'ailleurs, le podcast aussi, il a évolué parce que, en fait, il a évolué avec moi parce que quand je me suis lancée à mon compte, j'ai ramené les sujets de l'entrepreneuriat et aussi mon expertise sur la communication là-dedans, puisque j'ai réalisé que il y avait plusieurs femmes et mères qui écoutaient le podcast, qui avaient aussi des projets aussi bien de création d'entreprise que société ou médias, et que ça allait être intéressant pour elles d'entendre aussi un petit peu tous ces sujets-là. En termes de conversations que j'ai eues qui m'ont vraiment... Enfin, il y en a beaucoup, parce que à ce jour, il y a plus de 100 épisodes sur le podcast. Mais clairement, un épisode qui a été un énorme déclic pour moi, ça a été celui où je donnais la parole à des mamans d'enfants autistes. Donc là, c'est le cas de mon fils qui est autiste. Et je voulais savoir comment elle vivait ça, en fait. Ça m'a fait du bien à moi et ça leur a fait du bien à elles aussi. Et aussi aux autres mamans d'enfants différents qui ont écouté cet épisode-là. Donc, j'aime tous mes épisodes. Mais celui-là, il y a une place particulière dans mon cœur. Il y a des épisodes qui nous font basculer, qui nous font nous rendre compte de choses. Bien entendu qu'on se nourrit de tous nos invités, que ce soit des experts, ou des récits de parents. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des bascules qui se font aussi parce qu'il y a des choses qu'on découvre en direct, quoi. Tu vois ? Exactement. Et il y a des choses qui nous touchent en direct aussi. Ça peut être ça qui peut être très fort. Et je trouve ça intéressant de se dire, tiens, est-ce que quelque part, c'est pas... pour toi comme pour tes invités, une façon commune de rompre l'isolement qu'on peut ressentir face à nos situations parentales. C'est clairement ça. C'est clairement ça, aussi bien donc pour moi que pour mes invités, que pour mes auditrices. Enfin, auditrices, je dis parce qu'il y a une grande majorité de femmes, de mamans qui m'écoutent. Mais clairement, en fait, il y a un épisode que j'ai fait, c'était avec une psychopraticienne sur le burn-out maternel. Et j'ai une amie d'enfance qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, qui me dit « Merci parce que j'ai pu mettre des mots sur mes mots ». Donc, quand tu parles de rompre l'isolement, c'est clairement ça, en fait. On est dans notre coin, on imagine qu'il n'y a que nous qui vivons certaines choses, et on découvre que, en fait, c'est pas du tout le cas. Ça a un nom, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. La science en parle, ou les médecins en parlent, ou il y a des études là-dessus. On n'est pas seul à ressentir tout ça, et il y a des solutions pour soit pour mieux vivre avec, ou bien pour s'en sortir carrément, quoi.
On parle des mères multiculturelles, osons dire le mot, on parle des mères racisées. C'est bien là le sujet. Quels sont les défis auxquels ces mères racisées font face selon les témoignages que tu as recueillis, et comment le podcast aide à mettre ces maternités-là en lumière, en fait? Oui, multiculturel, c'était un peu le mot, on va dire, politiquement correct. C'est ça. Après, c'est intéressant. Enfin, je me permets, ce qui est très intéressant dans multiculturel, c'est aussi que, tu vois, par exemple, toi, tu es une mère, donc on peut qualifier de racisée si le mot te convient, bien sûr, mais tu évolues dans un univers multiculturel, ne serait-ce que aussi parce que tu es en France où il y a de la multiculture, mais aussi parce que ton mari est picard. C'est ça. Donc, il y a quand même un peu de challenge. Exactement. Et c'est ça. Mais en effet, ces récits de mères qui sont confrontés à cette multiculturalité. Exact. Et moi, c'est ça vraiment, tu vois, c'est comment est-ce que tu les mets en lumière, et peut-être après, tu pourras nous dire aussi comment est-ce que ces récits nourrissent une ouverture sur l'autre. Il y en a énormément, des défis. Il y a quelque chose autour de la construction identitaire de l'enfant. Bon, déjà, tous les parents ont leur propre challenge par rapport à eux-mêmes, leur vie, leur personnalité, etc. Mais se rajoute cette histoire de construction identitaire. Il y a plein d'histoires. Il y a des personnes comme moi qui viennent d'ailleurs. Il y en a d'autres dont ce sont les parents qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, il y a déjà un héritage familial au niveau de la culture à gérer. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on transmet ça aux enfants. Donc, et comment est-ce qu'ils se construisent au niveau de leur identité par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont développer un sentiment d'appartenance ou pas? Comment ils vont se définir quand ils vont être plus grands? Donc ça, c'est aussi, c'est comment on accompagne son enfant dans sa construction identitaire liée justement au fait qu'il y ait plusieurs cultures, voire même religions dans certaines familles autour de lui. Il y a toute cette partie-là. Et là-dedans, il y a par exemple Anaïs, qui est blanche, qui était donc une de mes invitées, celle de Parisian Navor, pas mal de personnes la connaissent, qui parle de comment elle apprend à sa fille à aimer ses cheveux. Ça aussi dans la construction identitaire, parce que les cheveux sont frisés, etc. L'idéal de beauté, on imagine les cheveux lisses et tout. Elle a les cheveux lisses. Quand on est une petite fille, souvent on regarde sa maman avec admiration, on veut être comme elle. Comment apprendre aux petites filles spécifiquement, puisque le plus souvent on coupe les cheveux aux garçons, mais j'ai pu constater par ma propre expérience que la texture de leurs cheveux, même si on les coupe, ça peut les questionner aussi. Voilà, donc déjà, comment on apprend à nos enfants donc à se construire et à s'aimer comme ils sont, en sachant que dehors, les gens ne le ressentent pas forcément et ont parfois beaucoup de préjugés et d'a priori sur eux. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a aussi beaucoup, une question qui est centrale, c'est celle du racisme. Donc, comment est-ce qu'on arme nos enfants pour qu'ils aillent dans la société? Comment ils vont réagir face au racisme qu'ils vont recevoir, pas qu'ils pourraient recevoir, mais qu'ils vont recevoir dans la société? Ça, c'est la charge raciale, finalement. Parce qu'on se retrouve à devoir leur expliquer énormément de choses que d'autres parents n'ont pas, enfin, les parents blancs n'ont pas à expliquer à leurs enfants. Donc, moi, mes enfants, ils ont une maman noire, un papa blanc. Mais en fait, moi, j'ai toujours très tôt dit à mon fils, quand tu sors de la maison, les gens qui ne te connaissent pas, et quand ils vont te voir, pour eux, tu es noir. Ou même d'origine maghrébine éventuellement, par rapport à sa couleur de peau, ses cheveux, etc. Et ça, il faut que tu le saches, parce que on en parle tout le temps, même encore aujourd'hui, à 13 ans. Et je lui dis, c'est important que tu aies les deux cultures, parce que tu es français, voilà. Il y a la tarte au maroilles, tout ça. C'est très important. Il n'y a pas que ça. Voilà, donc c'est très important. Mais voilà, il faut que tu penses aussi à quand tu sors de la maison, ce qui se passe. On se retrouve à aborder des sujets avec eux que les parents n'ont pas envie d'aborder avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'on veut les protéger. Est-ce que tu as envie de parler de la guerre à tes enfants qui sont petits? Tu n'as pas envie de le faire. Tu veux les protéger, tu veux protéger l'enfance, etc. Mais quand tu sais qu'il peut être confronté à des choses à l'extérieur du cocon familial, tu es quand même obligé de lui dire certaines choses pour qu'il ne soit pas complètement perdu quand ça va se pointer devant lui, quoi. Donc, le premier point que je disais, c'était la construction identitaire, comment ils apprennent à s'aimer eux et à se définir et à se qualifier, etc.
notamment culturellement parlant. Et l'autre point essentiel selon moi, c'est tout ce qui est autour du racisme et de comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend à ce sujet et comment on apprend à l'affronter dans la société. Est-ce que tu ressens, ou est-ce que tes invités ressentent aussi ce qu'a pu exprimer dans ce podcast Boléwa Sabourin que j'ai interviewé, et qui à un moment a ces mots très forts, alors à peu de choses près, hein, je le fais de mémoire, mais qui en fait a une exigence très très grande vis-à-vis de son fils et maintenant de ses deux enfants, sur tout ce qui est politesse et représentation sociale, donc notamment via les règles de politesse. Il est vraiment intransigeant là-dessus. Et il disait, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont noirs dans un monde de blancs, et qu'en fait, on va pas les rater. C'est-à-dire que le moindre défaut de représentation, de pas dire bonjour, de pas dire au revoir, de pas dire s'il te plaît merci, ça va être parce qu'il est noir en fait. Est-ce que cette pression-là, tu la ressens toi aussi? Est-ce qu'elle est ressentie par d'autres mamans que tu as interviewées? Alors, c'est intéressant. Les autres mamans que j'ai interviewées, elles ont eu une pression parce qu'elles étaient enfants d'immigrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tu dois faire 2 fois plus, voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis née à Libreville, au Gabon, et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Donc, en fait, je suis juste bien élevée parce que, voilà, c'est ma mère qui a fait le travail. Mais j'ai jamais ressenti justement tout ça. Et donc, c'est quelque chose que je ne projette absolument pas sur mes enfants, en fait. C'est super intéressant. C'est assez profond même. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts. Parce que, est-ce que ils ont, entre griffes, une excuse parce qu'ils ont un papa blanc de se dire qu'on peut leur passer, encore entre griffes, plus de choses que si leurs 2 parents étaient noirs? Le cas de la famille de Boléwa, je rappelle, hein, c'est deux parents noirs. Et Boléwa, lui, hein, il est arrivé plus jeune en France. Et il raconte justement dans le podcast à quel point ce qui avait été difficile pour lui, c'était, tu vois, dans cette construction identitaire, c'était qu'à un moment, on lui a appris à être un bon Congolais. Et ensuite, il fallait lui apprendre à être un bon Français. Avec des codes sociétaux qui étaient un peu différents. Très différents. Et qu'on lui a souvent demandé de choisir entre ces deux cultures. Alors que il est un mélange des deux. Mais tu vois, c'est intéressant de se poser ces questions-là aussi, de voir comment ces représentations-là peuvent évoluer ou pas. Et surtout, en effet, comme tu le dis, peut-être ce qui est inconscient. C'est aussi ça que ça vient chercher. Bon, on a parlé du contenu du podcast, mais comment Orema contribue à fournir du soutien ou à diriger les mères, parce que c'est principalement des mères bien sûr, vers des ressources qui sont utiles pour naviguer dans ces défis? Est-ce que partager les difficultés ça suffit, ou est-ce qu'il existe des ressources vers lesquelles vous vous dirigez? Déjà, partager des témoignages, c'est déjà énorme parce que ça nous permet de voir comment font les autres. Si on est face à une situation, une problématique, on entend d'autres personnes et on se dit, ah bah tiens, peut-être que la façon dont elle fait, je pourrais tester pour voir ce que ça donne. Il y a déjà ça. Et l'autre partie, c'est les interventions d'experts aussi, puisque j'ai eu l'occasion d'enregistrer des épisodes avec des psychopraticiennes, des personnes qui avaient fait des recherches ou des études sur certaines thématiques et qui permettent d'aller plus loin justement dans la réflexion sur certains points, quoi. Tu as aussi construit une communauté? C'est ça. Qui s'appelle Orema, comme le podcast. C'est ça. Est-ce que du coup, dedans, il y a des échanges, est-ce qu'on retrouve cette dynamique, en tout cas, de rompre l'isolement, ouais, de s'échanger les tips? Ça se passe comment? C'est sur Discord? En fait, la communauté, elle est plus axée sur l'entrepreneuriat. Ouais, ok. Là, la communauté, elle est vraiment à destination des femmes et mères qui ont soit des projets d'entreprise ou qui viennent de se lancer, etc. En fait, justement, pour ne pas qu'elles se sentent seules. C'est le premier objectif, c'est sortir de l'isolement. Pendant toute une période, on a été sur Workplace de Meta. Il y a un Discord qui existe, mais j'ai du mal à faire embarquer les gens sur Discord. Donc, pour l'instant, là, tout de suite, on est sur WhatsApp et ça va parce qu'on n'est pas un très grand groupe pour le moment. Et en fait, là-dedans, c'est assez spontané. On parle de ce qui nous bloque. On célèbre aussi nos victoires. Et ça, je trouve que c'est super important aussi. Il y a eu tel truc que j'ai réussi, tout le monde est content, on célèbre et ça donne de l'énergie pour la suite. Quand on est face à des problématiques, on voit ensemble comment on peut les gérer. Si nous, on n'a pas les ressources, on va chercher des ressources à l'extérieur. Des expertes qui sont sur ces problématiques-là, qui peuvent venir animer une masterclass,
sur une problématique genre, je sais pas moi, personal branding par exemple, comment utiliser le personal branding et le mettre à son service dans son entreprise. J'ai mon amie Alexia de Omulema qui est venue faire une masterclass justement sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, quoi. Ça reste assez... On reste vraiment à l'écoute des besoins des unes et des autres sur des problématiques spécifiques qu'elles rencontrent là tout de suite. On va voir comment on peut essayer de régler ça ensemble là tout de suite. Sinon, aller chercher les ressources pour le faire et aussi se mettre en relation entre nous et créer des partenariats. Certaines deviennent les clientes des autres, d'autres recommandent les services des autres à l'extérieur. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Ah, c'est plutôt chouette. Ouais. Des choses de bons procédés. Ouais. Revenons un peu au podcast. De quelle manière penses-tu que ton travail contribue à changer le narratif autour de la maternité dans des communautés racisées? Est-ce que ça lève les mêmes tabous finalement que dans les communautés non racisées, notamment autour du postpartum, de l'isolement? Ou est-ce que culturellement, il y a des différences? Moi, je trouve que franchement, après avoir échangé avec toutes ces mamans-là, il y a certaines subtilités, mais que les gros tabous, ils restent quand même. Par exemple, le deuil périnatal. Quand je dis certaines subtilités, ça va être en termes peut-être d'intensité. Parce que moi, ce dont je me rappelle quand j'étais plus jeune, autour du deuil périnatal, on n'en parle pas. Ici, on va en parler, mais il va y avoir, par exemple, des maladresses, des gens qui vont dire des choses qu'il ne faut pas, etc. Je dirais que les gros tabous restent, mais il y a quelques subtilités. Le postpartum, par exemple, clairement, ici, c'est l'enfer. Mais d'où je viens, une maman, en fait, elle va, même si elle est mariée, souvent, elle repart chez ses parents pendant 3 mois pour que sa maman, ses sœurs ou ses tantes s'occupent d'elle, etc. Voilà. Donc, il y a, comme je disais, des subtilités, mais ça reste quand même des sujets. Et il y a certains gros sujets. J'ai eu des sujets qui sont plus difficiles à aborder, comme l'inceste, par exemple, sur le podcast. Et le handicap aussi. Je pense que c'est des tabous, entre griffes, mondiaux et très propres à la maternité, mais qu'on va retrouver différemment, à différentes intensités des deux côtés. Et le fait d'en parler, ça reste toujours très important parce que ça sensibilise en fait les personnes qui n'ont jamais été confrontées à ces situations. Ça crée de l'empathie chez ces personnes, et ce qui fait que quand elles rencontrent des gens qui traversent certaines situations, elles peuvent mieux réagir face à ça. Il y a un truc qui m'interpelle depuis tout à l'heure là quand on échange, c'est tu vois, quand on a parlé de la politesse et tout, tu me disais ta mère t'a bien élevé. Là, on parle beaucoup aussi on retourne chez ses parents, et puis il y a la maman, il y a les tantes, il y a les femmes en fait qui s'occupent des femmes. Alors c'est très bien, mais quid des pères? Ah, great question. Ils font quoi les pères? C'est une question. C'est une très bonne question, Cédric. Merci. On est quand même sur patriarcat, donc ça s'explique. Déjà, au Gabon, tu vois, il y a plusieurs ethnies. Il y a franchement des dizaines d'ethnies. Elles sont pas toutes pareilles. Mais moi, par exemple, je suis Mienné et c'est matrilinéaire, d'accord. Donc en fait, quand un enfant naît, si ses parents ne sont pas mariés, il appartient à la famille de la mère. Le père, il doit reconnaître son enfant. Il doit faire une cérémonie traditionnelle pour reconnaître son enfant. Et là, à ce moment, ou bien lors du mariage, là, l'enfant, il est dans sa famille à lui. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est l'enfant de la mère. Ensuite, moi, je pense que c'est simplement culturellement, en fait. Les gens, pour eux, en fait, c'est la mère. Après, c'est toute la charge, en fait, finalement, qui pèse sur les mères. C'est elles qui doivent s'occuper des enfants. Ça reste beaucoup sur la mère. Quid des pères? Moi, j'en ai pas eu. Je le connais, mais j'ai jamais vécu avec, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est ma mère qui était... D'ailleurs, je la taquinais souvent. Je lui disais, elle est prof d'anglais, donc je l'appelais Mommy Daddy Driver. Résumé du... Voilà, parce qu'elle devait se plaigner de devoir me conduire à la danse, au caté ou je sais pas où, voilà. Donc, c'est ma mère qui a été tout pour moi. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Que dire du rôle du père? Moi, j'ai quand même vu
mon grand-père maternel, très présent. Mais c'est vrai, c'est drôle, il était là, mais je ne l'ai pas vu élever les enfants, ni les petits-enfants, quoi. Enfin, il nous aimait et tout, mais je veux dire... Comment il démontrait cet amour? Il jouait avec vous? Il faisait à manger, peut-être? À la tête que tu fais. Non. Heureusement que je filme, on va garder ça. Non, il faisait pas à manger. Mais comment il me restait... Ouais, le temps qu'il passait avec nous... Non, il était quand même affectueux avec nous, donc... Mais en termes d'investissement émotionnel, je sais pas comment dire, voilà, j'ai toujours été plus proche de ma grand-mère. Je pense que... Après, c'est une question... Ouais, je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Il y a un mélange, il y a la génération, il y a la culture. En fait, au Gabon, les gens sont très pudiques. Les gens sont extrêmement pudiques. Donc, parler de choses personnelles, témoigner, faire part de leurs sentiments et tout, non, très peu pour eux. Je pense qu'il y a tout ça. Et c'est très intéressant que tu me poses cette question. Parce que quand je suis devenue maman pour la première fois en 2010, à ce moment-là, je ne savais pas à quoi allait servir. Il est aujourd'hui mon mari, mais mon compagnon de l'époque. Et du coup, il a servi à quoi? Et en fait... rien. Il a servi à être père, mais je savais pas. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait tout ce que voulait papa. Il a donné à manger, il a changé, il a gardé, il a bercé, Mais au moment où je sortais de la maternité avec le bébé et qu'on rentre à la maison, en fait, c'est mon bébé à moi. Bon, déjà, voilà, il y avait ce lien-là et d'attachement. J'imaginais pas la place qu'il était censé prendre, en fait. Ouais, vraiment. Ça m'a pris un petit moment, quand même. Et du coup, pour le deuxième, ça t'a... Oui, non, c'était bon, là. Ça, c'était... Non, mais c'est intéressant. Parce ça a que été plus ça pour le deuxième. Dans le multiculturel, il y a ça aussi. Mine de rien, tu vois, il y a aussi cet aspect où... Après, je dis pas que y a des familles autour de moi où il y a les deux parents, le papa il est là, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires. On peut pas généraliser, mais souvent les hommes, ils ont des maîtresses. Ils ont parfois des enfants avec d'autres femmes que leurs femmes avec qui ils sont mariés dans la maison avec qui ils vivent. Et ils sont beaucoup, un peu plus stricts. Et voilà, le père, c'est la figure qui fait un peu peur, qu'on doit respecter. Quand il rentre, tout doit être carré. On doit bien obéir à ce qu'il dit, ramener des bonnes notes et tout. Et la maman, je dis pas, nos mamans, elles sont quand même aussi bien strictes. Hein, voilà. Mais le père, il est... Après, moi, je le dis pas de ma propre expérience puisque j'ai pas eu de père, mais de ce que je vois et ce que je voyais aussi bien chez mes cousins que chez mes amis chez qui j'allais souvent, c'est un peu ce que je voyais, quoi. Si je comprends bien, c'est que toute la responsabilité est posée sur les mères, mais la puissance paternelle, c'est-à-dire cet aspect chef de famille, c'est moi le patron, même si je fous rien, en tout cas dans le foyer, c'est très présent aussi, quoi. Deux choses intéressantes par rapport à ce que tu viens de dire. Une chose sur chef de famille, ce mot-là. Il y a eu récemment, je ne sais plus en quelle année, mais ça fait vraiment pas longtemps, un changement dans le code civil gabonais où ils ont enlevé cette mention que l'homme était le chef de famille. Et figure-toi que des femmes n'étaient pas d'accord. Ça a fait un tollé, les gens n'étaient pas d'accord avec ça, y compris les femmes. Elles veulent être dirigées par leur mari. Et la deuxième chose, c'était sur la charge. Dans beaucoup de maisons au Gabon, il y a du personnel. Donc les femmes ne sont pas celles qui font le ménage en général. Il y a une femme de ménage qui vient, soit toute la matinée ou bien toute la journée, et tout ce qui est tâches ménagères, c'est elle qui s'en occupe. Qui s'occupe des enfants de celle qui fait le ménage? Très bonne question. Bah oui. Là, il y a un sujet peut-être de classe sociale, alors. Oui. Tu vois? Oui, clairement. Oui, donc, c'est le cas. À un certain niveau de classe au Gabon, les femmes ne se posent pas la question. Encore une fois, on peut pas, comme tu l'as très justement souligné, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de choses. On ne va pas généraliser. Non, on ne peut pas généraliser, c'est impossible. Mais en tout cas, de ton vécu, ça veut aussi dire que toi, tu as grandi dans une certaine classe sociale gabonaise. Classe moyenne. Classe moyenne, mais du coup, donc avec du personnel de maison. Oui. Mais qui s'occupe des enfants du personnel de maison? C'est une bonne question. Peut-être un prochain épisode de Réma. Oui. On va reprendre notre fil là-dessus. Quel type de réaction tu as eu, toi, de la part des personnes que tu as interviewées, des femmes que tu as interviewées? Est-ce que tu as des anecdotes, des exemples concrets d'impact positif générés dans le podcast par des femmes qui ont livré leur histoire, leurs paroles?
comme je disais tout à l'heure, mon ami qui me dit que écouter l'épisode, déjà, donc ça c'est du côté des auditrices, lui a permis de mettre des mots sur ces mots, ça c'est déjà tellement énorme. Et ensuite, celles qui ont témoigné sur des choses qui sont quand même assez, je dirais, lourdes, en fait, c'est thérapeutique pour elles, ce qu'elles m'ont dit à la fin de notre échange. Aussi bien, donc ma deuxième invitée, je venais à peine de lancer le podcast, qui a parlé de son deuil périnatal pour la première fois, qui a pleuré. Après ça, elle s'est sentie plus légère. Que pareil pour celle qui a parlé de l'inceste qu'elle a subi, comment elle s'est reconstruite et qu'elle est devenue mère après ça. Voilà, il y a certaines personnes qui abordaient des sujets pour la première fois avec moi. Il y a Marie aussi, qui a été volée au Guatemala quand elle était enfant. Et en fait, son adoption ici, c'était suite à un trafic d'enfants. Elle n'en avait jamais parlé. Ça fait du bien, en fait, de parler de certaines choses. Et même moi, je veux dire, finalement, au début, parler du handicap de mon fils, tout début, il a 8 ans maintenant, ça fait du chemin. Mais au tout début, moi, je pouvais pas dire ça sans pleurer, par exemple. Entre le temps qui a coulé sous les ponts et le fait d'en parler dans le podcast, il y a eu plusieurs épisodes sur le handicap, pas que l'autisme. Il y a une maman qui a parlé de la surdité de son enfant, notre maman qui est Sandra de l'association Nos enfants extra capables, qui a parlé de son fils qui a un handicap moteur. Voilà, il y a eu plusieurs témoignages comme ça autour du handicap. Et voilà, ça fait toujours du bien de témoigner. En fait, il faut que ça sorte, quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu peux nous parler, qui dit podcast, en tout cas, quand on cherche à le développer un petit peu, dit aussi collaboration, soutien, partenariat, parfois monétisation. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver des collaborations, des soutiens que tu as reçus pour le podcast, et comment est-ce que ça a pu potentiellement aussi enrichir le projet? Au tout début, on avait un groupe sur Instagram. Mmh. C'était en 2020, donc à la naissance du podcast. On était comme ça, des petites podcasteuses et qui avaient des comptes Instagram, etc. Il y avait Priska, que tu connais bien. Oui, on salue Priska, les enfants du bruit de l'odeur. C'est ça. Tsipora, tant que je serai noire. Oui, Tsipora, tant que je serai noire, bien sûr. Amanda de /Asian. Ok, je connais pas. Voilà. Eh bien, on était un petit groupe comme ça, et c'était énormément ça au départ. On s'est beaucoup soutenu là-dedans. On s'est donné des conseils, des contacts, repartager les contenus des unes et des autres, s'inviter mutuellement, etc. Voilà. Il y a eu énormément de ça au départ. Et je pense que c'était vraiment, vraiment enrichissant. Aujourd'hui, le groupe n'existe plus. Le temps a passé. Chacune a évolué un petit peu de son côté. Les parutions presse aussi, c'est quelque chose qui a permis de donner de la visibilité au podcast. J'ai raconté C'est quoi la chronique ? C'était dans le magazine Parents. Et la chronique, c'était Maman du Monde, voilà, de Anya Pamula. Et donc, j'ai eu 2 pages dans Parents pour raconter ma vie. Tant mieux, c'est cool. Voilà, et mettre une petite mention sur le podcast. Et autre chose, anecdotique aussi, ou pas d'ailleurs. En 2020, le podcast existe depuis 2020, mais avec la mort de George Floyd, il y a eu une espèce d'engouement autour des questions raciales qui était un peu comme une découverte pour beaucoup de personnes. Et on en a bénéficié. En fait, il y a eu des retombées qui ont donné de la visibilité à notre travail. Oui, après, à ce moment-là aussi, rappelons-nous, tu vois, par rapport au podcast, que sur Apple Podcast, avec BLM, Black Lives Matter, tu avais une sélection podcast BLM. Peut-être que tu en faisais partie, j'ai pas fait attention à ce moment-là. Mais, non. Mais il y avait une sélection de. Moi, j'avais été sélectionnée chez Slate. Tu vois, donc, vous avez fait un article là-dessus. Mais voilà, c'est-à-dire, c'était une situation dramatique. C'est un sujet que nous, on aborde depuis très longtemps. On n'a pas attendu le podcast pour le faire. Bien sûr. Mais beaucoup ont découvert. Et ça devenait presque à la mode de nous repartager à ce moment-là. Voilà. Mais ça l'est plus. Bah non. Non, ça vient comme ça par période. Comme c'est plus tendance. Voilà, ça vient comme ça par période. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que
En fait, justement, la raison pour laquelle j'ai ramené tous mes sujets d'expertise professionnelle dans le podcast, c'est parce que j'ai jamais réussi à monétiser le podcast en tant que tel, quoi, en partenariat, sponsoring, etc., pour l'instant. Donc, c'est aussi pour ça que je fais le lien avec mon activité professionnelle, puisque les auditrices du podcast peuvent devenir soit des clientes, soit des prescriptrices de mon travail, quoi. On a parlé de tout ce que tu as fait. On va un petit peu parler maintenant, pour finir, de ce que tu vas faire. C'est quoi ta vision pour l'avenir d'Orema, alors du podcast, de la communauté? Quels sont tes projets avec des thèmes spécifiques? Peut-être des choses que tu aimerais explorer dans les prochains épisodes, peut-être une ouverture sur d'autres choses, peut-être faire du multiculturel dans tes épisodes, peut-être une maman blanche, une maman noire. Peut-être que je te donne des idées. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. Ça a l'air dur. Je ne sais pas parce que autant c'est un projet, c'est un format que j'adore. Il y a une multitude de choses qui sont possibles. Il peut y avoir tellement de trucs. Il peut y avoir un livre, il peut y avoir un TED Talk. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Le monde est à moi. Mais souvent, avec Orema, ça a été un peu au feeling, quoi. Au feeling, aux propositions, aux opportunités, voilà. Donc, je dirais que je tiens à continuer parce que, voilà, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le format podcast. Et donc, je ne compte pas m'arrêter. La communauté, elle est importante, justement pour sortir de l'isolement, pour essayer de travailler ensemble, grandir ensemble, évoluer ensemble. Donc, tout ça, ça va continuer. Mais sous quelle forme ? À quel rythme? Avec quel contenu? Je suis incapable de le dire aujourd'hui. Ok. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein, ça va peut-être le coup de faire un coaching pour savoir où tu vas, tu vois, aussi. Que ce soit avec les gens de ta communauté ou d'autres. Hein. Dans ma vie. Mais, savoir où je vais dans ma vie. Ou dans ta vie, peut-être. Mais non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que voilà, c'est avoir un tout petit peu de visibilité sur où on va, des fois, c'est intéressant quand même. Ah oui. Donc, je plus sois. Donc voilà, si tu devais, pour finir, t'adresser à Lauriane d'il y a 13 ans, qui va devenir maman pour la première fois, avec un papa dont tu ne sais pas quoi faire, si tu devais... Et maintenant que tu sais tout ce que tu vas traverser, y compris avec ton deuxième enfant qui arrivera plus tard, etc., si tu devais voyager dans le temps et aller te donner un conseil, ce serait quoi? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que tu vois, j'ai embarqué dans cette aventure sans savoir ce que je faisais. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup. Mais j'avais 20 ans quand je suis tombée enceinte. J'étais étudiante à l'étranger, à plus de 5000 km de ma famille. J'étais une enfant, je peux le dire. Et je pensais que je pourrais continuer à vivre la vie que j'avais avant. Et en fait, non. Parce qu'un enfant, ça chamboule tout dans ta vie. Qu'est-ce que je dirais à cette Lauriane ? Je sais vraiment pas, mais je la prendrai fort dans mes bras, je pense. Parce que le chemin a été très difficile, avec des prééclampsies, pas mal de choses. Voilà. Je pense que je la serrerai fort dans mes bras. Ok, tout simplement. Ça me va, un gros câlin, Lauriane, il y a 14 ans. C'est ça. Merci beaucoup, Lauriane de maintenant. Merci beaucoup, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.